Dans le cadre de notre Bloc-Up TV, aujourd'hui, nous allons évoquer avec le docteur Agathe Fantou, médecin du sport, urgentiste, et qui a eu un rôle aussi à la Fédération de handball, d'un sujet très d'actualité, c'est-à-dire les commotions cérébrales et quelle est l'attitude qu'on doit avoir au bord du terrain. Donc on sait que la commotion cérébrale, pour les confrères, c'est en fait une lésion invisible, lors soit d'un choc direct à la tête ou même à une autre partie du corps avec une force impulsive au niveau du crâne. Et en fait, est-ce que c'est comme un coup de lapin avec un mouvement de va-et-vient qui fait qu'il y a le cerveau qui va heurter les parois de la boîte crânienne? Est-ce que c'est la bonne définition de la commotion cérébrale ou est-ce que tu apportes une modification à ce que je viens de dire? Non, exactement. En fait, on peut avoir un traumatisme direct, et auquel cas là, tout le monde comprend qu'on peut avoir une commotion cérébrale, mais il ne faut pas oublier tous les traumatismes indirects où en fait, par des mouvements d'accélération, décélération au sein de la boîte crânienne, le cerveau vient heurter la boîte crânienne et on peut avoir également à ce moment-là une commotion cérébrale. Donc oui, avec le coup du lapin, avec ce qu'on appelle l'effet whiplash. Voilà. Dès qu'on a même un traumatisme parfois au niveau maxillofacial, on peut avoir derrière, par cette transmission, une commotion cérébrale. Alors maintenant, abordons le vrai sujet. Quelle est l'attitude qu'on doit adopter au bord du terrain, en particulier, puisque ces commotions cérébrales elles sont fréquentes dans le cadre du rugby, du top 14, même des séries inférieures, et on le voit aussi bien sûr dans le hockey sur glace, dans le football américain. Mais dans le cadre du top 14, par exemple, quelle est l'attitude du médecin, parce qu'on est au bord du terrain, kiné, et quelle est l'attitude du médecin à ce moment-là? Alors finalement, dans le top 14, c'est finalement ce qu'il y a de plus facile, même par rapport aux amateurs, parce que c'est extrêmement protocolisé. Et tout l'enjeu va être donc de repérer surtout la commotion cérébrale. Alors dès lors qu'on va avoir un impact à la tête, soit ça va être évident, il va y avoir une perte de connaissance, une convulsion, l'air vraiment hébété du joueur, une chute hypotonique, rester au sol plus de 5 secondes. Donc là, on va pouvoir retirer immédiatement le joueur. Et si on a une suspicion de commotion après un impact à la tête, on va également de toute façon retirer le joueur et il va être évalué selon le protocole HIA. Oui, donc c'est Head Injury Assessment. Ce protocole donc HIA, il nécessite la présence soit du médecin de match, mais également du médecin d'équipe. C'est donc nouveau, il y a un médecin de match qui est indépendant, qui va aider à la prise de décision sur la sortie définitive ou non du joueur. Dès lors qu'il y a une suspicion de commotion, il va pouvoir revoir la vidéo, voir s'il y a d'autres signes qu'il voit. Il va ensuite examiner le joueur avec un examen neurologique standard à la recherche de signes focaux, auquel cas, pas de doute, on envoie même faire une imagerie le joueur pour éliminer un saignement intracrânien. Voilà. Et si cet examen est normal, on va lui faire donc le SCAT-6 reformaté avec une évaluation rapide au niveau de l'orientation, de la mémoire, concentration, équilibre. Et suite à cet examen, on va décider ou non de la sortie définitive du joueur. Oui, parce qu'en fait, on peut avoir une commotion cérébrale sans avoir de perte de connaissance. Donc, des fois, le diagnostic est peut-être un peu plus difficile déjà. Et c'est ce questionnement qui va permettre... Exactement, et on peut avoir une commotion même en ayant toute cette première étape finalement normale, raison pour laquelle il y a une étape 2 et même une étape 3 au protocole HIA. Donc, l'étape 2, elle a lieu 3 heures après le match. Et tous les joueurs, même ceux qui sont rentrés sur le terrain, donc tous les joueurs qui ont eu un impact à la tête, vont bénéficier de l'étape 2 du protocole, donc à 3 heures post-match, où on aura là un SCAT-6 qui sera plus approfondi, le SCAT-6 standard. Et suite à ça, 48 heures après, on a l'étape 3. Et c'est qu'à partir de l'étape 3 où on va infirmer ou confirmer la commotion cérébrale avec un nouvel examen SCAT-6 et également aidé par un outil informatique
qui va permettre d'évaluer de façon beaucoup plus précise finalement la réponse neurologique, la rapidité d'exécution. On le voit très bien hein, quand on fait donc le neurotracker, notamment à Paris. Les joueurs qui sont commotionnés sont beaucoup plus lents dans leur temps d'exécution, dans leur temps de repérage que lorsqu'ils sont non commotionnés. D'accord. Ouais. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait le 11R qu'on appelle, c'est-à-dire avec 3 étapes différentes qui sont le diagnostic où on doit faire l'évaluation et voir si on sort le joueur du terrain. Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'était au consensus de Berlin, je crois, en 2016. Et ce qu'on appelle le 11R. Je ne sais pas si moi je l'appelle le 11R, mais... Ouais. En fait, on considère 3 étapes. L'étape du diagnostic sur le terrain et ensuite le suivi, tout ce qui va être les phases de rééducation, de prise en charge, et donc l'évaluation sur le diagnostic d'abord au bord du terrain. Alors, je ne sais pas si on l'appelle 11h, mais en effet, de toute façon, il y a la phase de diagnostic et comme je disais, la phase de diagnostic, elle peut se faire soit immédiatement, soit à 3 heures, soit même à 48 heures. Ouais. Et derrière, c'est important, extrêmement important de suivre le patient, notamment par rapport au risque de syndrome post-commotionnel prolongé. Et on sait bien que chaque joueur est différent, qu'il y a des facteurs de risque de développer ce syndrome post-commotionnel de façon prolongée. Donc prolongé, c'est au-delà de 3 semaines, avec notamment le sexe féminin, par exemple, qui est plus à risque. Si on a déjà eu des antécédents de commotion, où on est beaucoup plus à risque. Si on a des troubles également psychiatriques, on est plus à risque. Si on a déjà eu un syndrome post-commotionnel prolongé, on est plus à risque. Chez les enfants, on sont plus à risque. Donc c'est extrêmement d'avoir un suivi qui soit personnalisé et qu'on guide vraiment les patients sur le retour au jeu. Et comme je disais également lors de la présentation, ce qui est important, c'est d'éviter le syndrome du second impact, un syndrome qui est vulnérable, qui est toujours symptomatique. S'il reprend un coup, il y a un risque vrai d'œdème cérébral et donc de mort du joueur au décours. Ouais. Alors bien sûr, dans les commotions cérébrales, il n'y a pas d'indication vraiment d'imagerie parce que souvent on est confronté personnellement avec les parents, souvent des enfants, des jeunes qui ont eu un traumatisme et là ils nous disent oui, on ne comprend pas, on ne nous a pas fait d'IRM. Donc on essaie de leur expliquer que ce n'est pas nécessaire, c'est plutôt un examen neurologique s'il y a des troubles particuliers. Mais je ne pense pas que l'imagerie soit la priorité dans la commotion cérébrale vraie. Dans la commotion cérébrale simple, hein, on élimine tous les drapeaux rouges où on pourrait suspecter une hémorragie intracrânienne. Mais si on a un examen neurologique qui est normal, sans signes focaux, il n'y a pas lieu d'aller faire une imagerie. L'imagerie sera strictement normale et même faussement rassurante finalement. Donc c'est vraiment même quasiment un risque de se dire mon scanner est normal, mon IRM est normal, je peux retourner jouer. Non, c'est vraiment des lésions qu'on ne verra pas à l'imagerie et je pense qu'en expliquant comme ça aux parents, en disant que ça peut être même faussement rassurant, qu'on peut se fier à notre examen clinique, moi j'ai pas eu de souci avec les parents au décours. Ah, oui. Et j'ai vu au cours d'un match de l'équipe de France d'un joueur qui a été dans le doute d'une commotion cérébrale. En fait, il a rejoué et dans la minute qui a suivi, il a eu un impact, il a fait rupture du ligament croisé. En fait, est-ce qu'il n'y a pas... c'est là la barrière qui est difficile à juger, savoir s'il est vraiment capable de reprendre et est-ce qu'il n'a pas une atteinte cognitive qui fait qu'il n'a pas pu réagir par rapport à ce traumatisme. Je pense que le doute doit bénéficier en fait à la santé du sportif et en effet le retirer du match pour toutes ces raisons. Et en effet, de toute façon, il sera il y a une altération quand même neurologique, cognitive, même transitoire. Donc il sera moins alerte à tout ce qui se passera autour. Et comme ce dont on parle finalement assez peu, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'automate. Ouais. Le syndrome de l'automate où finalement persiste la mémoire de geste. Donc le joueur qui joue depuis des années et qui connaît finalement un peu ses actions par cœur va continuer à pouvoir jouer, mais sans vraiment avoir conscience de l'extérieur. Et donc il y a un risque de blessure, comme vous dites, de rupture du ligament ou de traumatisme de la cheville. Et également, à nouveau, le risque de refaire une commotion et qui là peut être gravissime. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie pour tous ces détails très enrichissants pour notre société de kinésithérapeutes en particulier. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.